À l'écoute de Radio France Internationale, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. À la une de ce journal, le bilan du sommet de l'OTAN qui s'est terminé ce jeudi. Les pays membres de l'Alliance ont promis de continuer à soutenir l'Ukraine sur le plan militaire, des promesses plutôt bien accueillies par Kiev. Le président américain Joe Biden parle de progrès dans les discussions pour un cessez-le-feu à Gaza, mais dans la ville, 40 nouveaux corps ont été découverts alors que l'armée israélienne continue ses attaques dans plusieurs quartiers de la ville palestinienne. À la une également, on connaît les noms des athlètes qui porteront le drapeau français pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris dans quelques jours. Il s'agit de la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon et du nageur Florent Manodou. Le sommet des 75 ans de l'OTAN a pris fin ce jeudi à Washington, aux États-Unis. Un sommet marqué par le soutien apporté à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. En tout, 40 milliards de dollars d'aide militaire pour Kiev. Daniel Valo, bonjour. Le chef d'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, était présent à Washington. Il n'a pas obtenu tout ce qu'il aurait voulu, mais il ne repart pas les mains totalement vides. En effet, le président ukrainien n'a pas reçu d'invitation formelle à rejoindre l'OTAN comme il l'avait souhaité déjà il y a un an à Vilnius, mais il a obtenu à Washington une déclaration sur le caractère irréversible de cette trajectoire d'adhésion. On peut y voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est le cas également pour les armements. Plusieurs pays européens se sont engagés à fournir à l'Ukraine des systèmes de défense anti-aériens. À cela s'ajoute le transfert imminent des premiers F-16, des avions de chasse de fabrication américaine. Un effort salué par Volodymyr Zelensky, qui n'a pas obtenu en revanche ce qu'il réclame de longue date, que soient levées les restrictions sur l'usage des missiles à longue portée, des missiles que les Ukrainiens voudraient pouvoir utiliser pour frapper dans la profondeur le territoire russe. Et puis, il a été aussi question de la Chine au cours de ce sommet, mais en lien, là encore, avec l'Ukraine, car les pays de l'OTAN ont accusé Pékin de fournir des équipements qui permettent à Moscou de fabriquer des armes. La déclaration n'a pas du tout plu en Chine, où l'on a dénoncé une campagne, je cite, de préjugés, de dénigrement et de provocation. Fin de citation. Les précisions de Daniel Valo. Le sommet de l'OTAN a aussi été marqué par les erreurs de langage du président américain Joe Biden. Il s'est par exemple trompé en accueillant Volodymyr Zelensky sur scène et l'a appelé Vladimir Poutine. Une erreur remarquée par la presse et qui relance encore les doutes et les inquiétudes sur ses capacités à continuer la campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre face à Donald Trump. En parallèle, Joe Biden s'est aussi exprimé sur la situation en cours dans la bande de Gaza. Il parle de progrès dans les discussions pour un cessez-le-feu dans la zone, alors que le conflit entre Israël et le Hamas dure depuis 10 mois. Sur le terrain, environ 40 nouveaux corps ont été découverts ce vendredi dans 2 quartiers de la ville de Gaza qui se situe dans le nord de la zone du même nom. La défense civile palestinienne en avait déjà découvert une 60aine la veille. La ville de Gaza est toujours visée par des attaques militaires israéliennes et les combats se poursuivent du nord au sud dans le reste du territoire palestinien. En Chine, 6 personnes ont été tuées ce jeudi dans des accidents liés aux fortes pluies qui ont frappé le sud-ouest du pays, selon des médias officiels. La Chine subit des conditions météorologiques extrêmes cet été. En fin de semaine dernière, la rupture d'une digue, un barrage qui sert à contenir l'eau, a provoqué l'une des nombreuses inondations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et ça n'est pas une exception. Chaque été, les inondations sont de plus en plus nombreuses dans le pays. Le changement climatique joue un rôle dans le phénomène, mais aussi l'urbanisation, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes qui vivent en ville et la construction de bâtiments. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent sur la fonction des barrages. Ils rappellent
que quand le barrage des Trois Gorges a été construit, l'un de ses avantages, mis en avant par les autorités chinoises, c'était justement de contrôler les crues, les augmentations du niveau des cours d'eau et d'éviter les inondations. Alors pourquoi les barrages n'ont-ils pas rempli leur fonction ? Écoutez le docteur Wang Weiluo, c'est un hydrologue chinois, un spécialiste du cycle de l'eau qui vit actuellement en Allemagne. Les récentes inondations rapportées par les médias sont directement liées au relâchement des eaux de barrages, que ce soit à Guangdong, à Maizhou ou Guilin. Les 2 barrages situés en amont de Maizhou ont été classés dangereux en 2009 et ont été renforcés par la suite. Mais visiblement, cela n'a pas eu l'effet escompté. Quant au barrage situé à Guilin, depuis le début de sa construction, il a été classé dans la liste des barrages fragiles. En mai 2024, la veille des inondations, les travaux de sauvetage ont débuté, mais il n'a donc pas pu remplir sa fonction. Par ailleurs, pour qu'un barrage puisse assumer la fonction de régulateur, il faudrait remplir un certain nombre de critères techniques. L'un des critères, c'est le ratio entre l'eau dans le réservoir et l'eau écoulée par le barrage. Il doit être suffisamment élevé pour que le barrage puisse assumer sa fonction de régulateur. Le ratio du réservoir de Guangting est de 1, alors que celui du barrage des Trois Gorges est de 0,09. Cela démontre que le barrage des Trois Gorges n'est pas construit dans l'objectif de se protéger contre les inondations. Le docteur Wang Weiluo, hydrologue, joint par Yang Mei. Un match de rugby entre la France et l'Argentine doit avoir lieu ce samedi à Buenos Aires, mais la rencontre est passée au second plan de l'actualité alors que 2 joueurs de l'équipe française sont accusés de viol avec violence par une femme. Oscar Gégou et Hugo Oradou, les 2 joueurs concernés, ont été arrêtés ce lundi. Ils sont placés en détention provisoire à Mendoza, dans le nord-ouest du pays. Ce vendredi, ils ont été inculpés, c'est-à-dire accusés de viol aggravé par la justice argentine. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. La France se prépare au début des Jeux Olympiques de Paris qui vont commencer le 26 juillet par la traditionnelle cérémonie d'ouverture. On verra donc les athlètes de chaque pays présent défiler dans des bateaux sur la Seine, le fleuve qui traverse la capitale. Et comme pour chaque cérémonie, on attend de savoir qui portera le drapeau de son pays. En France, l'attente est finie, l'annonce est tombée un peu plus vite que prévu. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, 44 ans, et le nageur Florent Manodou, 33 ans, ont été désignés, c'est-à-dire qu'ils ont été élus porte-drapeau du groupe français. Un triomphe pour 2 athlètes au parcours très différent, mais qui sont au plus haut niveau depuis plusieurs années. Et c'est l'expérience qui a été récompensée, Sofiane Amazian. C'était le duo annoncé favori pour diriger la délégation tricolore pendant la cérémonie d'ouverture, et les plus de 500 athlètes français qui ont pris part au vote cette semaine ne s'y sont pas trompés. Mélina Robert-Michon et Florent Manodou incarnent sûrement le mieux l'idée de résilience, c'est-à-dire ne jamais rien lâcher, résister. La lanceuse de disques de bientôt 45 ans, détentrice du record de France avec 66 mètres 73, a pris part aux Jeux depuis ceux de Sydney en 2000. Ce sera donc sa 7e aventure olympique, une longévité exceptionnelle marquée par cette médaille d'argent olympique récoltée à Rio en 2016. Moins linéaire, moins stable, la longue carrière de Florent Manodou a également été récompensée. Médaillé d'or sur 50 mètres nage libre à Londres en 2012, le colosse, le géant qui mesure près de 2 mètres, a récolté 3 autres médailles en argent à Rio, puis à Tokyo en 2021, le tout en quittant les bassins une année pour s'essayer au handball. À Paris, ces 2 vétérans, ces 2 anciens du groupe France ne se cachent pas. Objectif, médaille à domicile, expérience, persévérance et résultat, voilà ce qui a convaincu. Merci Sofiane Amazian. Il est 18h10 à Paris, 16h10 en temps universel.